Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, je vous propose qu'on parle de pêche avec nos deux invités, deux passionnés de pêche et adeptes du no-kill. Nous découvrirons tout ça avec Jean-Guillaume Mathieu, qui pratique principalement et même uniquement la pêche à la mouche, champion du monde par équipe en 2023. Il participera cet été au championnat d'Europe. Pourquoi a-t-il choisi la pêche à la mouche? Qu'est-ce qui la différencie des autres techniques de pêche? Réponse dans quelques instants. Sur le plateau également Jérémy Sibyl, un carpiste passionné. Une activité qu'ils pratiquent tous deux dans un grand respect de l'environnement et avec une réglementation bien établie. Découverte pendant 26 minutes de la pêche sportive et de loisirs. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer par une question très simple. La pêche, ça ne date pas d'hier, je crois, pour vous. Comment avez-vous démarré, Jean-Guillaume? Un peu comme Obélix en fait, en tombant dans la marmite grâce à un papa pêcheur, un papy pêcheur. Et voilà, la génération sautant comme ça, on a été aussi bercé dans le monde de la pêche. Et voilà, depuis l'âge de 7 ans, je crois que j'ai tenu ma première canne à mouche. Et le virus est passé tout de suite jusqu'à l'âge de 42 ans. On le faisait plutôt personnellement avec papa sur des sorties de pêche classiques. Et en 2002-2003, j'ai rencontré donc le monde de la compétition. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ma vie de pêcheur aussi. On y reviendra bien évidemment plus longuement. Jérémy, la pêche pour vous? À l'âge de 6 ans, mon grand-père qui m'a mis une canne dans les mains, il était m'acheter ma carte de pêche et il m'a mis une petite canne parce qu'il habitait dans la commune d'Uzema. Donc il y a le Connet qui passe et j'ai attrapé ma première truite avec lui. Et ensuite, lui n'était pas plus pêcheur que ça, donc je me suis renseigné un petit peu, voilà. Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai intégré l'école de pêche à Épinal avec Christian Poirot qui m'a gentiment donné tous les conseils, un petit peu tout ça. Donc, la pêche au cou, la pêche au leurre, la pêche à la carpe, la pêche à la mouche, la pêche au toc, un petit peu toutes les techniques. Voilà, et puis à l'âge de 14 ans, j'ai commencé la pêche à la carpe, parce que c'est un poisson qui m'a plu. C'est vraiment tout est dans la force, dans le combat, dans la recherche du poisson, et c'est aussi quelque chose qui nous emmène à voyager, à bouger beaucoup. Donc maintenant ça fait une trentaine d'années que je pêche. Passionné. Alors, on a entendu de nombreuses techniques. Jérémy nous en dénonçait quelques-unes. La pêche à la mouche, Jean-Guillaume, c'est venu donc finalement naturellement par votre papa, votre grand-père, mais jamais vous n'avez envie d'aller vers autre chose? Si, bien sûr, parce qu'on est curieux et lorsque l'on rencontre des copains de pêche ou même quand j'ai passé mon diplôme de guide de pêche, le diplôme n'est pas que sur de la pêche à la mouche, il est sur de la pêche à la carpe, sur de la pêche au cou, sur d'autres techniques. Et en fait, on s'amuse entre copains excusez-moi le terme, mais se tirer la bourre dans différentes techniques pour aller pêcher le même poisson. Et c'est vrai que le fait de temps en temps de pêcher au leurre, même avec mon petit garçon, enfin voilà, je ne dis pas que je suis pro pêcheur à la mouche, mais on peut pêcher tous les poissons avec une canne à mouche, donc voilà, c'est ce que je recherche aujourd'hui. Jérémy, la pêche à la mouche, oui, non? Ouais, j'ai pratiqué également, mais après, oui, on peut pas tout faire non plus. C'est beaucoup de matériel aussi. Pour chaque technique de pêche, on veut vraiment exceller dans chaque technique. Donc après, il faut un garage un XXL. Et des moyens, parce que j'imagine que c'est du matériel qui a un coût aussi, les cannes, etc. Oui, aujourd'hui on est en 2024 et on voit je pense que Jérémy va m'approuver, mais en 40 ans, on voit l'évolution du matériel qui est complètement oufissime avec le côté, les réseaux sociaux, les côtés matériaux pour faire la fabrication des mouches ou je pense même pour les bouillettes. Pareil, Et les bouillettes. chaque année, en fait, il y a de nouveaux matériels ou de matériaux qui sortent. Donc, il faut rester toujours compétitif, toujours voir les meilleurs produits, les meilleures mouches. Donc ça, on est assez friand de ça aussi. Alors justement, vous nous avez apporté des petites choses. Qu'est-ce que vous avez devant vous, Jérémy? Alors Dites-nous ça, tout. c'est des bouillettes. Donc voilà, ça, c'est la fameuse bouillette pour la pêche à la carpe. Donc ça, c'est des mélanges de farine. Donc on mélange plusieurs types de farines, donc des farines végétales, des farines animales, des farines de poisson. Donc ensuite, on le mélange avec des œufs et on pétrit notre pâte. Donc c'est un petit peu de la cuisine, hein, et ensuite on les roule. Donc on a des tables à bouillettes avec un piston, on roule nos bouillettes pour qu'elles soient bien rondes comme ça. Donc ça a deux utilités, c'est pour pouvoir aussi les amorcer. Donc en pêchant la carpe, on peut pêcher très loin, à 120 mètres du port. Donc on a un lance-bouillette, un cobrac ça s'appelle, et on met les bouillettes dedans pour pouvoir amorcer assez loin. Et donc ça, une fois qu'on les a roulées et qu'elles sont rondes comme ça, et on les cuit. Voilà, donc en cuisson vapeur pendant 10 minutes, une bonne 10 minutes. Et ensuite, ça c'est dur, c'est tout dur.
parce que c'est un avantage. Dans l'eau, il y a pas que des carpes, hein. Il y a des petits gardons, il y a des brèmes, il y a des tanches, il y a aussi des écrevisses. Il y a beaucoup de vie. Donc, si jamais l'appât était trop mou, eh ben, ça pêcherait qu'une demi-heure, une heure, pas plus. Et cet appât-là, on peut le laisser pendant 24 heures. 24 heures au bout de l'hameçon, et ça tient. Parce qu'à la carpe, on pêche également de nuit. C'est ça. Donc, du coup, si on commence à relancer les cannes sans arrêt, c'est compliqué. On dort pas du tout. Donc, voilà, donc ça, c'est la fameuse bouillette. Et Voilà. après, ça existe, j'imagine, mais on les fait un petit peu à ce qu'on Ouais, alors veut. là, moi, je vous avoue que je sais les faire, hein. Je fabriquais beaucoup, mais là, je les ai achetés. Voilà, donc là, c'est un fournisseur qui se situe en Alsace, donc qui fait des très bons appâts. Alors, il y a aussi ça, c'est déséquilibré. Donc ça, c'est des appâts qui sont faits avec aussi de la farine de liège en plus. C'est pour pouvoir équilibrer son montage au fond, pour leurrer la carpe. En fait, quand elle arrive, ça bouge. Et la carpe, c'est un poisson très curieux. Donc le fait de bouger, eh ben, elle va voir et elle va aspirer le montage et espérant se Alors, piquer. montrez-nous bien le Voilà. montage. Alors, Donc le qu'est-ce qu'il montage là, s'agit? ça Voilà. c'est donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui est la révolution de la pêche à la carpe dans les années 80. Donc c'est le montage au cheveu. Donc en fait l'appât n'est pas fixé sur l'hameçon, il est vraiment décalé. Alors pourquoi ce phénomène? Là, donc la carpe, en fait, c'est un poisson qui s'alimente sur le fond, principalement. Il peut s'alimenter entre deux eaux, mais c'est principalement, pardon, sur le fond que ça s'alimente. Et c'est un poisson fouisseur, donc du coup, et il arrive et il aspire l'appât. Donc il aspire toute sa nourriture, il l'aspire et il recrache. Il aspire et il recrache et il avale vraiment que ce qui est comestible. Donc quand il va aspirer comme ça et qu'il va recracher, l'hameçon va vraiment se piquer au bord de la lèvre. Donc la bouillette ressort et l'hameçon est piqué vraiment sur le bord de la lèvre. Alors ça, c'est un montage qui a été conçu pour vraiment respecter le poisson. Pour pas que l'hameçon soit piqué au fond de la gorge. Parce que quand on pêche la carpe, c'est quand même... Voilà, on remet les poissons à l'eau, c'est vraiment une passion, c'est un plaisir, c'est pas pour manger, quoi. Donc le poisson, si on veut le remettre dans de bonnes conditions, il faut le respecter. Donc ça, c'est le montage vraiment qui respecte. Donc ensuite, ici, on a le clip plomb avec un lest. Donc ça se peut s'enlever. C'est vraiment étudié. Si jamais on casse, ça s'enlève. Donc le poisson n'a pas un poids au bout du montage, donc il arrivera à se libérer plus facilement. Voilà. Donc tout est conçu pour vraiment respecter le poisson Respecter afin voilà, le de poisson. relâcher dans les meilleures conditions. Vous parlez de relâchement, on parle donc de no-kill, De c'est no-kill, ça. voilà. Vous êtes adeptes tous les deux du no-kill, c'est quelque chose qui pour vous est sensé et logique aujourd'hui? On est aujourd'hui, pareil encore en 2024, où il y a 70-80 ans, on devait pêcher du poisson pour manger. Aujourd'hui, si on veut manger du poisson, on va dans une poissonnerie, on prend des poissons blancs et on les mange. Notre plaisir aujourd'hui, si on veut continuer à prendre du plaisir, si on tue tous les poissons, vous comprenez bien qu'à un moment donné, ça va s'épuiser et la nature est bien faite, mais on n'a pas assez de réserve là-dessus. Donc le no-kill permet de raisonner en fait ces prises-là et de se dire que lorsqu'on prend un beau poisson, on le remet à son endroit et on peut le reprendre peut-être qu'un jour, 1 mois, 2 mois ou 6 mois plus tard. Voilà. Et alors quand on prend le poisson, est-ce qu'on ne l'abîme pas quand même? Alors vous expliquez qu'il est pris d'une manière, il faut aussi faire attention à ça finalement. Sur la carpe, on a ce qu'on appelle des tapis de réception. Donc on pose pas la carpe par terre dans les cailloux. On a un tapis, donc on le mouille bien. Parce que du coup, le poisson, donc, ce qui va le protéger, c'est le mucus. Donc c'est ce qui est un peu visqueux sur le poisson, donc ça s'appelle le mucus. Et donc c'est ça qui protège le poisson. Donc si on enlève le mucus, effectivement, il peut y avoir les bactéries qui viennent attaquer sur le poisson, et ça, c'est pas bon. Donc on utilise des tapis de réception avec une matière bien spécifique, qu'on mouille bien. On met le poisson dessus, et là on le manipule avec précaution, on fait une photo, et après on le remet à l'eau gentiment. Voilà. Et le fait d'être pris plusieurs fois au niveau de l'hameçon, est-ce que ça abîme? Alors ça dépend sur peut-être. certains endroits, des pêcheries, comme on peut appeler, voilà, donc c'est oui, effectivement, il peut avoir des séquelles. Après, je sais que j'utilise un désinfectant pour que ça cicatrise plus vite, un cicatrisant. Voilà, donc ça désinfecte, ça cicatrise. Et après, dans les milieux sauvages, les milieux que moi je pratique, en général, les poissons sont propres. Il n'y a pas de souci. Après, effectivement, dans les pêcheries, des fois, et puis les gens ne respectent pas forcément C'est toujours. aussi une éthique et peut-être un respect. On parlait du montage. Donc, il y a un montage, le corps de ligne, donc c'est ce qui vient du moulinet, doit toujours être plus costaud que le bas de ligne.
Comme ça, si on casse, c'est juste le bas de ligne qui casse et il n'y a pas toute la ligne. Après, il y a des choses voilà, il y a des règles. Tout n'est pas toujours fait parce que voilà, il y en a qui ne savent pas. Et, bon, moi, à chaque fois que je vois quelqu'un, j'en discute, je lui explique la vision que j'ai. Et voilà, donc oui, c'est... Oui, il y a des choses à prendre en compte pour Voilà, pour pêcher respecter, correctement ouais, et respecter le poisson. Qu'est-ce qu'on pêche dans les Vosges? Quelle est la population qui ressort majoritairement dans les Vosges? Alors, on a plusieurs catégories. En fait, la pêche dans les Vosges se différencie en deux catégories. Donc, des rivières de première catégorie et des rivières de seconde catégorie. La première catégorie va partir à peu près de la source de la Moselle, donc à Bussan, pour parler de la rivière Moselle, de Bussan jusqu'à Épinal, et de Épinal jusqu'à sa confluence avec le Rhin. Là, on va parler de seconde catégorie. Dans la première catégorie, on va plutôt y trouver tout ce qui est à dominance salmonidée, donc des truites, des ombres, des chevennes, des poissons blancs, des poissons fourrages. Et plus on va descendre vers la seconde catégorie, moins il va y avoir de salmonidés et plus on va trouver des cyprinidés. Cyprinidés, des carnassiers aussi, donc des brochets, des perches, des cendres, des silures, un nouveau poisson qui est là depuis les années 90, qui fait peur à tout le monde, mais qui a sa place. Il y a des endroits où il y en a beaucoup et il y a beaucoup d'autres poissons aussi. Voilà, donc c'est vraiment la catégorie. En fait, c'est la première catégorie où on va pêcher à l'épuisette, on prend tous les invertébrés, tous les poissons qu'il y a dans la rivière. C'est un tableau de classification et ça, c'est ce qui donne la première catégorie. La seconde catégorie, c'est le même principe. On regarde ce qui vit dans l'eau et en fonction, c'est pas les mêmes espèces, c'est pas... Voilà, donc toi, Jean-Guillaume Mathieu, c'est juste la première catégorie que pour rebondir sur ce que dit Jérémy, aujourd'hui, la première catégorie, on les classe aussi pour laisser la reproduction des poissons se faire. C'est-à-dire que des salmonidés vont frayer, par exemple, entre octobre et novembre, ou voire même mars. Là, on les laisse tranquilles. Donc, la pêche est fermée, en fait, en première catégorie, on va dire de mi-septembre à mi-mars, à peu de choses près. Et ensuite, la seconde catégorie va ouvrir donc fin avril, début mai. Fin avril, début mai, en fonction des sociétés de pêche. Ouais. Et ensuite fermé le 31 janvier. Parce que la pêche est réglementée, c'est Bien ça sûr. qui est important de Bien rappeler. sûr. On parlait tout à l'heure de techniques de pêche, de choses à prendre en compte, mais il y a aussi une réglementation, on ne pêche pas quand on veut, ni où on veut. C'est ça. Aujourd'hui, on a un permis de pêche comme on a un permis de chasse. Malheureusement, et je vais dire malheureusement, on va se rejoindre, mais tout le monde peut obtenir un permis de pêche aujourd'hui, sans prérequis. Sans prérequis. Un téléphone, il y a une application, vous allez dessus, vous achetez votre carte de pêche en fait. On la paye en fait, donc finalement quelque part, tout à fait. c'est ça. Voilà. Sauf que pour passer un permis de chasse, aujourd'hui, alors il y a une arme à feu, mais on apprend aux jeunes ou moins jeunes à la réglementation du gibier, etc. Aujourd'hui, on a des jeunes qu'on trouve au bord de l'eau qui ne savent même pas faire un nœud pour accrocher un appât ou différencier les poissons, savoir quel poisson est quel poisson. Voilà. Et ça serait bien, je pense, qu'on puisse, dans l'avenir, obtenir un permis de pêche comme on obtient un permis de conduire, comme on obtient un permis de chasse, parce que y a des choses à savoir, on ne peut pas faire n'importe quoi au bord de l'eau, et je pense que dans les générations futures, on a besoin d'avoir des jeunes pêcheurs, mais qui sont conscients qu'il y a une réglementation et qui doivent être sensibilisés. Voilà. Pas faire n'importe quoi. Exactement. Que l'eau, c'est un milieu qui est sensible aussi. Bien sûr, ouais. Voilà, donc le pêcheur, c'est aussi la sentinelle des rivières. C'est le sentinelle des rivières, c'est lui qui voit quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ça permet aussi de déceler des pollutions, d'autres problèmes. Il y a plein d'autres choses qu'on peut voir. Ouais, donc, vraiment une sensibilisation. Voilà. Et justement, on parle de ces poissons, on parle peut-être aussi de qualité des eaux, de sécheresse aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez? Est-ce qu'on a des températures plus chaudes, des poissons qui disparaissent, des débits moins importants en rivière, et inversement, bien sûr. Ouais. Tout est remarqué. De toute façon, aujourd'hui, on est sur le climat, on voit bien tout ce qui se passe dans le monde, et forcément, il n'y a pas de raison que nous, on soit pas assujettis à cette sécheresse. Moi, j'ai vu des choses se passer en 4-5 ans qu'on n'avait jamais vues les 35 dernières années de ma vie, par exemple. Où là, on a la Moselle à certains endroits où on n'avait plus que les galets. Sur la Haute-Moselle, au niveau de Remiremont, il faisait 63 degrés sur les galets. Plus d'eau. Et voilà, il a fallu attendre que ça passe. On a fait des pêches de sauvetage, on a réussi à sauver quelques poissons, mais il y a eu énormément de mortalité avec ça. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, il va falloir qu'on s'adapte justement aussi à prendre des directives sur, une fois que la chaleur s'installe, il faudra fermer la pêche pour préserver. Voilà. Nous, on a cette chance-là
de passer, je vais dire peut-être, j'exagère un peu, mais peut-être 100 ou 150 jours à la pêche dans l'année au bord de l'eau. Donc, s'il y en a des personnes on voit tout ce qui se passe. Bien sûr, ouais. Donc, et des fois, on n'est pas très entendu. Enfin, voilà, il y a des gens qui vont à la pêche 3 fois dans l'année, ils y vont quand il y a de l'eau, ils se sont jamais aperçus Ils ne se rendent pas compte qu'il y a eu des moments où pas c'était du plus tout. compliqué. L'impact est plus important pour toi qui pêche la première Oui, catégorie. c'est ça aussi. Alors la deuxième catégorie, c'est un petit peu différent. Donc grâce voilà, on ne sait pas vraiment si c'est bien ou pas bien, mais il y a des poissons qui deviennent énormes. En deuxième catégorie, les températures d'eau, je vais pêcher sur la Moselle, la Saône à très bas, sur la Haute-Saône ou sur la Moselle ou la Meurthe-et-Moselle, il y a des silures qui vont bientôt atteindre 3 mètres. On a des carpes qui font plus de 30 kilos. Voilà, donc ça c'est aussi savoir, le poisson ça a sang froid. Donc plus l'eau est froide, moins il a d'activité. Plus l'eau est chaude, plus il a d'activité sur sa digestion. Donc ça influe sur la digestion. Donc plus l'eau est chaude, plus il va manger. Et plus il va manger, plus il va pousser. Voilà, donc il y a aussi l'autre effet. Voilà. Alors la deuxième catégorie, pour la première catégorie, une truite au-dessus de 20 degrés, c'est compliqué. 16-17 degrés, c'est déjà compliqué. C'est déjà presque la mort température du poisson, d'eau. hein. Température d'eau, On est bien bien sûr. d'accord. Alors on va poursuivre dans un instant, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage. C'était un reportage de nos archives, c'était en juin 2014, l'art du street fishing. Le reportage est signé Jean-François Verrier et Anne Didier. Quel effet ça fait de pêcher en pleine ville ? Ah bah ça change de d'habitude quoi, surtout ici que c'est à la base une réserve au Kanékèque en plus, donc c'est bien, une bonne initiative. C'était samedi à l'occasion de la fête de la pêche en plein centre d'Épinal. Une autorisation préfectorale limitée à cette seule journée dans un secteur habituellement en réserve et donc interdit aux pêcheurs. Une opération de promotion pour la société de pêche locale qui entend surfer sur la vague de ce que l'on appelle le street fishing. En ville, vous voyez quelque chose à cours d'eau, vous regardez. Si en plus il y a des pêcheurs, les gens regardent. Bon, je pense que la promo elle est bonne là. Ça vaut le coup. Le street fishing, c'est voilà, on y va en basket, le petit sac à dos, et puis c'est pas compliqué quoi. Donc ça aussi ça plaît aux jeunes parce que faut pas que la pêche c'est parfois trop compliqué. Le phénomène street fishing, avec ses obstacles urbains très spécifiques, prend de l'ampleur dans les villes de France et d'ailleurs. Il s'agit donc de ne pas laisser filer cette opportunité de ramener quelques disciples à ce loisir aux effectifs qui décroissent. Voilà, c'est une arc-en-ciel, ouais. C'est ma 12e. 12e ? Ouais. Donc il y a une demande, hein, les jeunes ils aiment ça, donc on est là, tous les jeunes qu'il y a, les 3/4 c'est ça quoi. Donc ce serait bien que ça bouge encore un peu plus. Pourquoi pas ? Ça va peut-être un appel. La truite, un petit peu de tout quand même, c'est pas mal. Vous êtes un habitué vous ? Oui. Assez souvent je vais à la pêche. Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui alors finalement que vous pourriez être dans la nature ? Parce qu'en fait on m'a dit comme quoi il y avait une petite ouverture. On est venu entre copains et voilà, faire un petit tour. En plus, ça. Alors c'est une initiative qui n'a jamais été reconduite pour l'instant. Intéressante, pas intéressante, on fait venir finalement tout le monde, mais sans oublier la sensibilisation. Finalement, comment vous vous positionnez par rapport à cette publicité pour la pêche, en quelque sorte, cette promotion de la pêche ? Il faut toujours faire attention à ces images en fait, parce qu'on on promouvoit la pêche alors que c'est pas du tout ça en fait, dans la réalité on va dire, même si c'est bien réel, hein, c'est dans le centre-ville d'Épinal et il n'y a pas de souci avec ça. Pour promotionner la pêche, je pense que c'est bien. Maintenant, il faut faire attention parce que ça se passe pas comme ça. Quand on est au bord de l'eau, pas du tout. En fait, c'est discutable. C'est une manière d'attirer, mais derrière, il faut qu'il y ait une suite et qu'il y ait une sensibilisation dans des milieux où l'on pêche plus fréquemment, j'imagine. Là, Jérémy, c'est comme ça que vous voyez les choses ? Oui, et puis là, on voit des truites arc-en-ciel qui sont pas du tout de la rivière. La truite arc-en-ciel, c'est des truites qui viennent de pisciculture qui remettent pour les truites de foire, de bassines, comme certains peuvent les appeler. Donc oui, après, moi, la pêche en ville, je l'ai pratiquée énormément sur la région parisienne. Donc la pêche en ville, en fait, c'est d'autres dimensions qu'Épinal. C'est pas la même. La rivière est déjà beaucoup plus grosse, la Seine en l'occurrence, qui est énorme à cet endroit, avec des poissons énormes. Et les gens vous interpellent beaucoup, ils vous demandent qu'est-ce que vous faites et tout. Et c'est une approche de pêcher en ville pour séduire les personnes, leur montrer qu'on respecte, qu'on fait attention, quoi. Voilà, c'est une approche complètement différente, bien évidemment, de celle que vous avez. Mais peut-être qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut passer par là pour essayer d'attirer des jeunes, d'attirer des femmes aussi à la pêche, Jean-Guillaume ? Est-ce qu'il y a moins de monde ? Non, aujourd'hui, je pense que
8 jeunes sur 10 à soit toucher une canne à pêche, soit être déjà allé à la pêche. Maintenant, il y a le côté, on y va 1 ou 2 fois, malheureusement, on ne prend pas de poisson, donc la pêche, c'est nul. Voilà. Ou alors, on va un peu plus loin dans la réflexion, et justement là, on prend soit un guide de pêche, soit on les amène dans une école de pêche, et là, il y a des leçons qui sont données, de la réglementation, etc. Et là, on leur apprend, en fait, à prendre du poisson, et là, ça devient vraiment de la pêche, et là, on peut vraiment toucher et sensibiliser les jeunes à ça. Et dans notre discipline, je vais parler pour la pêche à la mouche, parce que je sais de quoi je parle, aujourd'hui, on a vraiment un bloc féminin qui est en train de se mettre en place avec une équipe de France féminine. Il y a des championnats du monde de pêche à la mouche féminin maintenant. Donc voilà, c'est rentré dans les mœurs. Là, il y a eu une compétition ce week-end sur les étangs de Saucourt qui était mixte. Une victoire féminine le samedi et une victoire féminine le dimanche. Donc il n'y a pas de hasard. Elles ont leur place avec nous dans notre discipline. Vous parliez de guide de pêche. Vous êtes tous les deux diplômés guide de pêche. Oui. Alors Jean-Guillaume, vous allez nous expliquer dans quelques instants, parce que vous le pratiquez au quotidien. Jérémy, pour vous, c'était l'occasion d'aller plus loin? À l'époque, j'avais des projets à l'étranger, donc en Tunisie, avec des amis, on avait fait découvrir la Tunisie et on avait découvert des super blacks avec des carpes exceptionnelles, avec des écailles partout. C'était vraiment des foulisquelles qu'on appelle, donc c'était des lacs de 2000 hectares et remplis de foulisquelles, donc c'était vraiment exceptionnel. Donc on y est retourné plusieurs fois et on a rencontré des personnes pour voir comment qu'on pouvait faire, parce que la pêche là-bas est interdite en eau douce. Donc on a réussi à avoir des autorisations, on a fait beaucoup de choses. Et finalement, ça n'a pas pu se faire parce que c'était malheureusement pendant le printemps arabe. Donc voilà, avec tout ce qui s'est passé, on n'est pas resté sur place. Donc j'avais fait cette formation pour pratiquer là-bas. Et finalement, après, je suis boucher de métier. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai fait mon apprentissage, j'ai toujours travaillé dans la boucherie. Donc je suis retourné dans mon travail d'origine. La boucherie. Donc Voilà. la boucherie, puis la pêche à côté en loisir Voilà, finalement. en loisir, et puis avec beaucoup de partage avec des amis, beaucoup de destinations. Dès que j'ai des vacances ou même des grands week-ends, je n'hésite pas à partir, à faire 200, 300 km pour aller découvrir des endroits qui sont formidables. Pour pêcher. Voilà. Alors Jean-Guillaume, un guide de pêche, à quoi ça sert? C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ouais. En fait, un guide de pêche, aujourd'hui, on a déjà la connaissance de notre région, de nos cours d'eau. On n'est pas sectaire, mais à un moment donné, j'ai toujours défendu cette idée qu'un guide de pêche était local. J'ai d'autres collègues qui sont dans d'autres régions de France et j'irai pas leur piquer, entre guillemets, leurs clients pour pêcher chez eux. L'avantage, c'est qu'on connaît par cœur les cours d'eau. On connaît en fonction de la météo, en fonction de tout ça. Et les gens qui viennent soit de l'étranger, soit d'autres régions, se facilitent les choses. Un guide de pêche, on va être appelé, on va les amener sur telle rivière à tel endroit parce que le jour-là, la météo est comme ça. Et en fait, on leur facilite l'accès à la rivière. Donc on a aujourd'hui des clients qui sont complètement débutants, c'est-à-dire des gens qui sont pêcheurs au leurre, pêcheurs à la carpe, et puis qui ont envie de découvrir une autre discipline. Ou alors on va parler de perfectionnement, où là les gens pratiquent déjà la pêche à la mouche et se disent, tiens, je viens de la région lyonnaise, je vais aller dans les Vosges pour explorer d'autres rivières et trouver des nouveaux poissons, on va dire. Et ensuite, moi, j'ai un autre axe, c'est que, faisant partie aujourd'hui de l'équipe de France de pêche à la mouche depuis maintenant pratiquement 15 ans, j'offre à des clients la possibilité de s'initier à la compétition. Donc, j'axe vraiment sur comment se préparer physiquement, mentalement et au niveau de la pêche. Parce que oui, c'est une vraie pratique, on pourrait en parler encore des heures, mais il nous reste déjà plus beaucoup de temps, donc on va finir parce que Jean-Guillaume, votre prochain objectif à vous, en parlant de compétition, ce sera la Pologne, les championnats d'Europe cet été. Oui. Vous avez apporté avec vous quelques médailles, notamment celle de champion du monde. Oui, c'est ça. Donc cette année, j'ai eu du coup en 2023, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe championne du monde par équipe, donc en Slovaquie. Et donc cette année, j'ai aussi la chance d'être capitaine de l'équipe qui va au championnat d'Europe en Pologne. Donc là, on est 7 copains à partir. Et mon leitmotiv, c'est de fédérer tous ces jeunes et un peu moins jeunes avec nous. Je suis quasiment le plus vieux, j'ose pas trop dire ça, mais voilà. Donc on a besoin de ces jeunes-là qui sont la relève aujourd'hui de nos équipes de France. Et donc j'ai hâte vraiment d'aller sur la rivière Sanne
pour défendre donc ce titre, puisque l'année dernière, on a été aussi champion d'Europe par équipe au Portugal. Et Voilà. donc les championnats, c'est en rivière ou en réservoir? Comment ça se passe? C'est forcément en rivière? Là, on a les deux. En fait, pour qu'un championnat soit complet, aujourd'hui, on a, par exemple, sur le championnat d'Europe, on va avoir 4 rivières et un réservoir. Pour ça aussi qu'on a besoin de pêcheurs qui sont à la fois des pêcheurs de rivière, mais aussi des pêcheurs de réservoir. La sélection se fait comme ça. Et aujourd'hui, on a la chance d'être quand même, je vais le rappeler, là, on fait partie d'une fédération française de pêche sportive et l'équipe de France est la plus titrée aujourd'hui de toutes les fédérations, qu'elles soient de fléchettes, d'athlétisme ou de choses comme ça. C'est nous qui avons le plus d'étoiles à notre actif. Et peut-être une étoile de plus alors. On espère, on croise les doigts et on va y Et travailler. donc c'est en pour. individuel et en équipe ou Oui. En Oui, individuel et en équipe. On va d'abord jouer toujours le titre par équipe. Ça, c'est le plus important. Il faut savoir que dans ces différents championnats internationaux, dès l'instant où l'équipe réussit, vous avez forcément un ou deux individus qui se hissent au-dessus du panier et c'est la récompense, c'est la cerise sur le gâteau. Ce sera en août, non? Ouais, départ le 17 août et rentrée aux alentours du 5-6 septembre. Avec, j'espère, beaucoup de médailles. On suivra ça. Jérémy, vous, les compétitions, non, pour l'instant Quelques-unes de temps en temps, mais ouais, j'ai été champion de Lorraine en 2010. Donc j'étais champion de Lorraine avec la pêche à la carpe, ça se pratique à deux en fait, c'est en binôme. Donc avec Olivier Roux, donc à l'époque on a fait les championnats de Lorraine, on a fini 2 fois premier, donc on a fini premier de Lorraine. Et là à l'époque c'était les 4 premiers de chaque région qui partaient aux France. Donc là j'ai découvert le lac du Coiselet dans l'Ain et le Rhône. Ce magnifique fleuve où on était parti et là on a fini 10e. Voilà, de belles expériences. Sur une centaine d'équipes. Donc ouais, c'était sympa, mais après il y a le tirage au sort, il y a un peu de chance dans la pêche à la carpe, c'est pas comme à la pêche à la mouche, c'est encore différent. Voilà, la pêche à la carpe, il faut la chance au tirage et moi j'ai pas beaucoup de chance. Donc, pour l'instant, en loisir, c'est bien. Voilà, très bien. On arrive au terme de notre émission. Merci messieurs d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.